Mesdames, Messieurs, c'est toujours un immense plaisir de parler dans ces lieux dont la solennité est un peu gommée par l'architecture moderne. Parler de livres interdits à l'intérieur d'une enceinte qui pratiqua longtemps l'interdit, c'est un peu paradoxal, mais c'est la preuve que le monde évolue et que l'on peut traiter de tous les sujets. Alors j'ai choisi comme titre aujourd'hui « Livres interdits » ou « Les livres interdits ». Quand on pense aux livres interdits, on voit surgir immédiatement des images d'autodafé à l'époque de l'Inquisition ou des bûchers allumés à Berlin en 1933 par des nazis jetant dans le brasier les romans de Thomas Mann et les merveilleux Reisebilder du poète Heinrich Heine. Toutefois, plus près de nous, en Chine, en 2019, 2 bibliothécaires ont été filmés en train de brûler des livres qui leur paraissaient nuisibles pour leurs lecteurs. Sanctionnées pour leur zèle intempestif par les autorités de la province de Gansu, elles illustraient cependant une tendance du régime à vouloir contrôler la circulation de l'imprimé. En Pologne, aujourd'hui, ce sont les écrits témoignant du rôle pour le moins ambigu d'une partie de la population à l'égard des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont interdits et leurs auteurs poursuivis pour diffamation envers la nation polonaise. Aux États-Unis, les associations de défense des libertés ont recensé en 2022 1269 tentatives de censure visant 2571 manuels scolaires ou livres retirés des bibliothèques parce qu'ils traitaient soit du racisme, soit de l'orientation sexuelle, ou encore parce qu'ils risquaient d'agir sur les émotions des lecteurs. Comme vous l'aurez compris, il n'est nul besoin d'évoquer les pompiers pyromanes du roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publié en 1953, pour voir surgir sous nos yeux un univers dans lequel le livre est devenu ou redevenu l'objet des craintes les plus vives. Au début des années 1930, dans Le meilleur des mondes, le romancier britannique Aldous Huxley avait mis en scène les mécanismes par lesquels un État totalitaire se protégeait contre la dissémination de la lecture dans les classes populaires. En inculquant dès leur plus jeune âge aux nourrissons destinés à devenir des ouvriers ou des employés l'horreur de la lecture et des livres, le régime espérait se prémunir contre les risques futurs de révolte ou pire, de révolution. Ces utopies modernes, que l'on qualifie à juste titre de dystopie, ont donné naissance à un genre romanesque dans lequel George Orwell est sans doute l'un des auteurs les plus féconds. Dans 1984, paru en 1949, il imaginait un État dans lequel on ne se contentait pas de présenter les événements de façon orientée à la population, mais où le passé, c'est-à-dire les livres, les journaux et les revues, étaient réécrits en permanence et rangés dans les bibliothèques à la place des précédents, afin qu'ils soient conformes à la nouvelle ligne imposée par les autorités. Inutile donc d'épiloguer plus longtemps. L'interdiction des livres semble bien une menace permanente et traverser l'histoire, de la naissance des États modernes jusqu'au Moyen-Âge et même du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Même si on a tendance à considérer aujourd'hui que nos sociétés sont plus permissives, plus libérales que les sociétés qui les ont précédées et que la censure règne plutôt à l'est de l'Europe qu'à l'ouest du continent, on verra que la réalité n'est pas aussi simple, aussi simpliste, et que des phénomènes inquiétants se produisent à nos portes depuis quelques années. Pour n'en retenir qu'un seul, à ce stade de notre présentation, je citerai l'injonction adressée
aux enseignantes du Royaume-Uni, aux enseignantes des écoles maternelles du Royaume-Uni en 2017, de ne plus raconter l'histoire de la Belle au bois dormant aux enfants sous prétexte que le baiser donné par le prince n'est pas un baiser consenti. Avec un humour grinçant mais décapant, le dessinateur Chris Allison devait en 4 petites vignettes dénoncer le ridicule d'une telle attitude. Dans la première vignette, on voit le prince qui arrive et qui voit le cercueil. Dans la deuxième, il descend du cheval. Dans la troisième, il dit « Oh, attention, un baiser doit être consenti ». Quatrième et dernière vignette, il s'éloigne à l'horizon et on voit le squelette de la malheureuse Belle au bois dormant que personne n'a réveillée. Pour essayer d'introduire un peu de clarté dans cette analyse de la censure des livres à travers le temps et l'espace, je commencerai par rappeler son développement en Occident dès les débuts de l'imprimerie au XVe siècle. Je m'attarderai sur le cas de la France, qui recruta presque 200 censeurs officiels à la veille de la Révolution de 1789, sans parvenir pour autant à éteindre l'incendie qui se protégeait. De 1811 à 1877, la France salaria des inspecteurs puis des commissaires de la librairie pour continuer le même genre de travail. Cette longue tradition de l'encadrement administratif des lectures a laissé évidemment des traces dans la législation moderne. Et vous verrez que les lois de 1939 et de 1949 ont mis en place des commissions de surveillance des livres qui en sont un peu les héritières. Je m'attarderai également sur la rédaction des listes dites auto, rédigées pendant l'occupation à la demande des autorités allemandes, mais avec, il faut bien le dire, la bienveillante complicité des éditeurs français, soucieux de continuer à travailler sans craindre une fermeture de leurs établissements. Ces exemples où vont s'entremêler censure de type plutôt religieux, de type plutôt politique et enfin de type moral, ces exemples nous conduiront à l'aube du XXIe siècle. Celui-ci semble vouloir rejeter derrière lui le modèle des sociétés ouvertes qui avait prévalu des années 1960 aux années 1990, et ce XXIe siècle semble revenir à l'époque où Justine du marquis de Sade, Tropique du Cancer ou du Capricorne de Henry Miller, L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence et Lolita de Vladimir Nabokov étaient voués à l'enfer des bibliothèques. En ajoutant d'ailleurs aux habits dont aime se parer celle qu'on a surnommée Madame Anastasie, la censure économique qui est l'apanage de nos sociétés, on verra que tel le phénix, l'oiseau qui renaît toujours de ses cendres sous lesquelles on a tenté de le faire enfin disparaître, la censure ne meurt jamais et continue à planer au-dessus de nos têtes. Première partie de mon exposé, Ceci tuera cela, ou le livre contre la cathédrale. Dans le chapitre 2 du livre 5 de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo rappelle le rôle essentiel joué par l'Église pendant tout le Moyen-Âge pour inculquer aux fidèles les bases de cette religion du livre que seuls les clercs, les prêtres, étaient capables de déchiffrer. La sculpture, l'ornementation du fronton des églises se substituait alors en partie aux manuscrits et apprenait l'histoire sainte à ceux, du moins, qui savaient lire les décors des cathédrales, chose qui n'était pas aussi simple qu'on le lit parfois, même à l'époque du Moyen-Âge. L'apparition de l'imprimerie, à Mayence vers 1450, était donc une œuvre maléfique, semblaient dire les prêtres, puisque le livre imprimé allait prendre la place du Nouveau Testament et les laïcs se substituer aux clercs, les seuls
habilité jusque-là à interpréter la parole sacrée. D'une certaine manière, on peut voir dans le combat qui opposera le curé du village français à l'instituteur de la Troisième République dans les années 1880-1914 une illustration de la prophétie hugolienne. Même si le livre n'a pas tué la cathédrale, la leçon du hussard noir de la République, pour parler cette fois comme Charles Péguy, cette leçon a eu tendance à remplacer au fil du temps le sermon du prêtre et à devenir l'instrument privilégié de la laïcisation des campagnes à la veille de la Première Guerre mondiale. Après avoir accueilli favorablement l'invention de Gutenberg, la faculté de théologie de la Sorbonne, c'est presque un pléonasme à l'époque, cette faculté qui a ouvert un atelier en 1470 à Paris, prend presque aussitôt les premières mesures de contrôle des presses et elle transforme les imprimeurs en suppôts de l'université, c'est-à-dire en auxiliaires dont on exige évidemment l'obéissance la plus totale. L'exécution de l'imprimeur Étienne Dolet, brûlé vif place Maubert en 1546, est la première d'une longue suite d'assassinats d'imprimeurs humanistes dans laquelle je relèverai le nom de Michel Servet, martyrisé, lui, à Genève en 1553. Par ce geste, la religion réformée par Calvin disait clairement aux catholiques qu'elle n'était pas prête à leur abandonner le monopole de la violence légale. Ces deux exemples permettent d'ailleurs de ne pas trop vite attribuer au protestantisme le mérite d'avoir prôné la lecture directe des textes sacrés. S'il est vrai que dans un premier temps, Luther recommanda l'usage personnel de la Bible, il lui substitua très rapidement son propre catéchisme. À Genève, les pasteurs étaient plus ouverts à la lecture privée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais s'ils envoyaient leur littérature en France, avec l'appui des colporteurs qui déjouaient la surveillance des douaniers, dans les cantons suisses où ils étaient majoritaires, ils imposèrent une censure des livres au moins aussi rigoureuse que la censure catholique de l'autre côté de la frontière. Si la société typographique de Neuchâtel, dont les archives ont été merveilleusement et magistralement étudiées par l'historien américain Robert Danton, si cette société, la STN, a bien imprimé au XVIIIe siècle les œuvres de Voltaire et de Rousseau, ainsi que la littérature libertine ou une partie de celle-ci, et même de la littérature pornographique, on ne doit pas oublier que cette principauté de Neuchâtel, aujourd'hui territoire suisse, appartenait alors à la Prusse et que ces imprimés étaient, pour l'essentiel, destinés à l'exportation et surtout pas à la lecture sur place. Ces observations nous ramènent à la réaction du monde catholique face au déferlement de la Réforme au XVIe siècle en Europe. Aux réformés qui saccageaient les églises, coupables à leurs yeux de propager un culte des images jugées idolâtres, les catholiques répondirent par une violence qui aboutit à la Saint-Barthélemy et à des massacres qui devaient plonger la France dans l'horreur. Au-delà de l'aspect sanglant de ces affrontements, de véritables guerres de papier les accompagnèrent et le pouvoir réagit par des mesures visant à limiter ou à empêcher, à interdire la circulation des libelles, des pamphlets et des imprimés de toute nature. L'Église romaine avait suscité la naissance, à côté de l'Inquisition, son bras armé, d'une congrégation spécifique, la congrégation de l'Index, qui sévit de 1564 à 1917, l'Index Librorum Prohibitorum, le catalogue des livres interdits, passa en 1917 sous la tutelle de la congrégation du Saint-Office, mais ne disparut
qu'en 1966, au lendemain de la conclusion ou de la fermeture du Concile de Vatican II. C'est à son combat acharné, au combat acharné de l'index Librorum Prohibitorum contre les Lumières, à partir, on peut le dater, de la condamnation de Voltaire en 1751, que l'on doit les arrêts du Parlement de Paris qui condamne l'Émile de Jean-Jacques Rousseau à être lacéré par le bourreau en 1762, avant que le contrat social et bien d'autres œuvres ne subissent un sort similaire. En dehors des procédures judiciaires, souvent contrariées par le pouvoir, qui peut d'ailleurs tantôt protéger les volumes de l'encyclopédie, tantôt les faire condamner par les parlements, la monarchie avait créé un corps de censeurs en 1629. Du cardinal de Richelieu jusqu'au ministre de Louis XVI, et malgré des périodes de relâchement de la surveillance, le corps des censeurs chargé d'accorder ou de refuser les privilèges d'impression ne cessa de grossir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à la veille de la Révolution française, eh bien, il y avait un peu moins de 200 censeurs. Évidemment, ils étaient, malgré leur nombre en croissance, incapables de lire tous les manuscrits qui parvenaient à Versailles. Du coup, la direction de la librairie, avec un L majuscule, avait dû ajouter les permissions simples aux privilèges. Et même en province, les parlements fermaient les yeux sur un certain nombre de publications, quand ce n'étaient même pas les parlements régionaux qui encourageaient les imprimeurs à publier des livres censément interdits. Toutefois, si les limites, par conséquent, de ce système répressif sont évidentes, et si la Bastille enfermait peu d'hommes de lettres en 1789, la circulation des livres avait souffert de l'existence d'un carcan administratif qui pesait lourdement sur le monde de l'écrit au XVIIe et au XVIIIe siècle. Certains observateurs, essentiellement des littéraires, font remarquer, toutefois, que la censure a permis aux démons de la littérature de trouver des parades innombrables et de développer un humour et une ironie perceptibles chez les plus grands écrivains, de Montesquieu jusqu'à Beaumarchais, en passant par Voltaire, un des maîtres. Pour autant, il serait absurde de ne pas voir que les imprimeurs les plus directement menacés en cas d'intervention policière et les colporteurs de livres furent durement réprimés, parfois condamnés aux galères, et que nombre d'entre eux effectuèrent un séjour plus ou moins long, en moyenne 2 ans, à la Bastille. Plus grave encore, la pratique de l'autocensure gagna du terrain par crainte des sanctions, y compris financières, qui accompagnaient les saisies de matériel dans les imprimeries ou dans les librairies. S'il est donc exact que, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, comme le proclame le valet Figaro à la face des grands seigneurs venus applaudir la comédie de Beaumarchais quelques années avant la Révolution, la flagornerie était le corollaire inéluctable d'un régime dans lequel l'homme de lettres dépendait soit du clientélisme, soit du mécénat princier. Molière s'en rendit compte quand Tartuffe fut interdit par ce qu'on a appelé la cabale des dévots. Et bien d'autres exemples confirment la difficulté de faire paraître librement sa pensée jusqu'à la veille de la Révolution. Les principautés, aujourd'hui belges, de Liège et de Namur en profitèrent, Bruxelles et Genève également, et Voltaire préféra s'éloigner pendant un temps assez long de la capitale pour éviter l'enfermement qui le guettait. Même si son triomphe à Paris en 1778, à la Comédie Française, fut un hommage tardif de la France à son génie, il avait dû faire paraître l'essentiel de ses œuvres sous le manteau. Son magnifique traité sur la tolérance rappela en 1763
que l'on pouvait encore condamner impunément dans le royaume un protestant au pire châtiment qui soit à Toulouse, parce que l'Église catholique ne pouvait supporter le libre débat avec les pasteurs des églises réformées. Et le philosophe matérialiste Jean Meslier, aujourd'hui bien oublié, curé d'Étrépigny dans les Ardennes, choisit le silence de sa cure pour rédiger ses écrits incendiaires plutôt que de risquer l'emprisonnement à vie. Il est vrai qu'en déclarant que l'humanité ne serait réellement libre que lorsque le dernier prêtre aurait été pendu avec les boyaux du dernier aristocrate, le curé Meslier ne pouvait guère espérer la clémence des autorités et même pas celle du bourreau en cas de condamnation à mort. Deuxième point de mon exposé, la mise en place d'une police de l'esprit. Officiellement délivrée par la Révolution, qui proclame de facto et de jure bientôt la liberté d'expression, les hommes de lettres et les philosophes ont vu le pouvoir changer au fur et à mesure que le pays se retrouvait encerclé par des cours étrangères hostiles à la Révolution. Les journaux, les chansons, les pièces de théâtre, les caricatures avaient fleuri de juillet 1789 à septembre 1792. Mais ensuite, les libertés furent peu à peu suspendues et la proclamation de la patrie en danger, puis de la terreur, entraînèrent une répression sévère contre tous les opposants. La guillotine et l'exil, la surveillance policière refermèrent la parenthèse libérale et avec le coup d'État et la dictature napoléonienne, la France s'enfonça dans une nouvelle période de contrôle de la pensée. Dès 1811, le décret impérial sur l'imprimerie et la librairie, ce décret fixera pour près de 60 ans le cadre dans lequel vont vivre les professions du livre en France. Désormais, un libraire-imprimeur et un libraire-éditeur doivent demander un brevet au ministère de l'Intérieur. Ils doivent également justifier d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la commune et ils doivent avoir fait l'objet d'un rapport serré du commissaire de police local pour pouvoir obtenir le précieux parchemin. Pour avoir été seulement aperçu près des barricades le 3 décembre 1851, Pierre Larousse attendra 10 ans, de 1852 à 1862, la délivrance du sésame. Les Misérables de Victor Hugo ne furent pas interdits à la vente l'année où Pierre Larousse obtient son brevet de libraire-éditeur. Mais les Misérables firent l'objet d'une surveillance étroite, tant la police de Napoléon III redoutait le pouvoir subversif de ce roman qualifié par le commissaire de la librairie de roman socialiste, et de roman socialiste bien plus dangereux qu'une bombe incendiaire. Merveilleux document que nous livrent les archives policières. Je laisse à ce policier la responsabilité de son commentaire littéraire, Les Misérables comme roman socialiste. Bon, si nous avons lu Les Misérables, nous savons que tout de même, Les Misérables, c'est tout à fait autre chose. Mais la crainte des autorités montre que ce roman pouvait être lu d'une certaine manière. En 1857, 5 ans avant la publication des Misérables, Les Fleurs du Mal de Baudelaire avaient été condamnées, comme Les Mystères du peuple d'Eugène Sue, mort quelques mois plus tôt. Si Gustave Flaubert échappa la même année à la condamnation, le sinistre procureur Pinard avait flétri Madame Bovary, ce roman qui prônait, selon lui, l'adultère et transformait en héroïne une mère évidemment dénaturée. Bien d'autres écrivains avaient souffert, sous Louis XVIII et Charles X, tels Paul-Louis Courier, sous Louis-Philippe, comme Pierre-Jean de Béranger, et enfin sous Napoléon III, comme Baudelaire et Flaubert, que je viens d'évoquer.
Ces régimes successifs n'avaient d'ailleurs modifié qu'à la marge le cadre législatif adopté en 1811. Sous le Second Empire, toutefois, on ajouta une commission du colportage destinée à empêcher l'empoisonnement des campagnes par la littérature qui était cependant autorisée ou au moins tolérée en ville. Pour prendre un seul exemple, La vie de Jésus d'Ernest Renan ne fut pas interdite lors de sa publication en juin 1863, pas plus que le petit livre tiré un an plus tard et qui s'intitule « Jésus », 150 000 exemplaires vendus des deux versions en un an et demi. Mais quand l'éditeur Michel Lévy demanda l'autorisation de vendre l'édition populaire à 1,25 franc, donc l'équivalent de 5 ou 6 euros d'aujourd'hui, dans le circuit du colportage, elle lui fut obstinément refusée. Pire, en 1869, l'édition populaire illustrée de La vie de Jésus, vendue en feuilleton pour quelques centimes, subit un sort identique, tant le pouvoir redoutait l'incendie des campagnes qui résulterait d'une éventuelle conversion des paysans à la vision renanienne du Christ, je vous la rappelle, un homme incomparable, si grand que d'aucuns l'appellent Dieu. Il s'agissait donc de laisser les gens des villes éventuellement accéder à cette prose, mais pas question d'offrir la même liberté aux habitants des campagnes. La Troisième République, née dans la rue le 4 septembre 1870, n'attendit pas longtemps pour abolir le régime du brevet de libraire, puisqu'il disparut dès le 10 septembre. Mais les inspecteurs et les commissaires de la librairie, qui sévissaient depuis 1811 et qui contrôlaient, au fond, toute la vie des livres, eh bien, ces inspecteurs ne furent mis à la retraite qu'en 1881, lors du vote de la grande loi libérale dont on retrouve sur nos murs la trace avec défense d'afficher, loi du 29 juillet 1881. Attention, pas de contresens dans l'interprétation, c'est bien une loi libérale, elle vous autorise à afficher partout où ça n'est pas expressément défendu. Mais vous voyez que le fait qu'elle subsiste sous la forme d'un interdit risque de nous induire en erreur. Non, c'est la grande loi qui avait libéré toutes les professions du livre. C'est l'échec d'ailleurs du coup de force du duc de Broglie en 1877 qui mit à la retraite ces policiers d'un genre très particulier 3 ou 4 ans plus tard. Depuis 1811, ils avaient le pouvoir d'entrer dans les imprimeries, de vérifier les publications sous presse, ainsi que de pénétrer dans les maisons d'édition, dans les librairies. Et ils contrôlaient sévèrement la circulation des imprimés dans tout le pays, notamment aux frontières et dans les ports. Au lendemain de la publication de Napoléon le Petit à Bruxelles, un colporteur audacieux avait eu l'idée de cacher les petits volumes dans des statuettes en plâtre représentant Napoléon le Grand. C'est le renversement de sa carriole à la douane séparant la Belgique de la France qui permit à la police de découvrir le stratagème, d'arrêter le colporteur et de le traduire en justice. Cela n'empêcha évidemment pas la littérature hostile à l'Empire, y compris le journal La Lanterne de Rochefort, de franchir les frontières. Mais cela retarda l'instauration d'une presse libre et d'une édition enfin indépendante par rapport au pouvoir. C'est donc la grande loi libérale du 29 juillet 1881 qui devait libérer définitivement la presse, l'imprimerie, l'affichage et le colportage, ce qui n'empêcha pas tout à fait les tribunaux de continuer à défendre obstinément les bonnes mœurs, jamais définies évidemment. Toutefois, les tribunaux concentrèrent leurs attaques sur la presse, considérée désormais comme beaucoup plus dangereuse que le livre. Autour d'un clocher, mœurs rurales, valut cependant à Louis Desprez un emprisonnement en 1884. Sous-Off de Lucien Descaves, un procès en 1889. Et Biribi de Georges Darien, également des poursuites en 1891. Mais globalement, les écrivains purent respirer
à partir de 1881. Émile Zola, par exemple, fut attaqué, conspué pour ses romans jugés et qualifiés de pornographiques. Mais avant l'affaire Dreyfus, personne ne demanda l'arrestation de l'écrivain. Et si le roman Lourdes déclencha les fureurs de l'Église en 1896, et si Vérité, l'année de sa mort, déclencha les fureurs de la droite antidreyfusarde en 1902, le pouvoir demeura muet. L'écrivain devait y laisser la vie, et on sait aujourd'hui que celui qui provoqua l'asphyxie mortelle dont est mort Émile Zola fut bien un artisan fumiste inspiré par l'Action française. Mais le pouvoir, le gouvernement, n'était pour rien dans cet homicide. C'est la presse anarchiste, d'ailleurs, dans ces années, qui fit l'objet d'une surveillance accrue et de multiples condamnations. Car depuis le fracassant J'accuse de Zola, le 13 janvier 1898, tout le monde savait que le journal était doté d'une puissance de persuasion bien plus forte que le livre. Des lois, qualifiées par certains de scélérates, stoppèrent d'ailleurs net la propagande anarchiste en 1893-1894. Mais, globalement, avant 1914, peu de livres, moins d'une quinzaine, furent signalés au procureur, à la grande différence de l'Angleterre et des États-Unis, où les lois contre l'obscénité, également jamais définies, traquèrent un peu partout le vice. La condamnation aux travaux forcés de l'auteur du portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde, en 1895, et la publication en France, 3 ans plus tard, de la magnifique ballade de la geôle de Reading, sa retranscription en vers de son expérience carcérale, témoigne de la volonté des magistrats britanniques de censurer la littérature bien plus durement que leurs collègues français. La Première Guerre mondiale vit le rétablissement de la censure dans tous les pays belligérants, mais le livre fut là encore beaucoup moins surveillé et réprimé que la presse abondamment caviardée et obligée de se transformer en une immense entreprise de bourrage de crâne, comme le dénonça Romain Rolland dans ses écrits publiés à Genève. Au lendemain du conflit, la publication de La Garçonne, en 1922, valut à Victor Marguerite le retrait de sa Légion d'honneur. Au même moment, la mise en vente du Diable au corps de Raymond Radiguet fit scandale, mais dans les deux cas, le pouvoir ne tenta à aucun moment d'interdire la publication de ces romans. C'est du côté de l'Église catholique, avec l'entrée en scène de l'abbé Bethléem, un redoutable censeur des livres et des spectacles, que l'on assista à un retour violent de la censure de l'imprimé. La publication de son œuvre majeure, Romans à lire et romans à proscrire, à Cambrai en 1904, était passée à peu près inaperçue, 1000 exemplaires de la première édition. Mais les 10 autres rééditions du volume jusqu'en 1932 atteignirent un total de 132 000 exemplaires, ce qui est considérable pour un livre destiné non pas au grand public, mais aux éducateurs, aux bibliothécaires, aux proviseurs de lycées, aux directeurs de grands établissements. Et d'ailleurs, le livre s'exporta abondamment. Les autres livres de l'abbé Bethléem, ce prêtre au tempérament fougueux, qui déchirait les couvertures des magazines jugés frivoles à la devanture des kiosques, ces autres écrits combattirent la luxure au théâtre, à l'opéra, à la radio, au cinéma et s'en prirent aux illustrés pour la jeunesse. Au même moment, sa revue de bibliographie, la revue des lectures, aussi lue que la NRF chez Gallimard, imposait aux éditeurs craignant ces foudres de veiller à la moralité de leurs publications. Et l'audience de ce prêtre à l'étranger, du Québec jusqu'à l'Uruguay en Amérique, de la Belgique jusqu'à l'Espagne et au Portugal en Europe, son audience était telle que de nombreuses législations s'inspirèrent de son action, plusieurs fois
encouragé par les papes qui se succédèrent à Rome entre 1909 et 1939. 3 encycliques en témoignent. Au-delà de l'Église catholique, de nombreux maires de grandes villes françaises, y compris des maires radicaux, comme Édouard Herriot, maire de Lyon, ou des maires socialistes, comme Roger Salengro, maire de Lille, accordèrent à des commissions de pères de famille, c'était une sorte de légion d'honneur, le fait d'avoir 8 ou 10 enfants, donc ces maires, y compris de gauche, voire d'extrême gauche, le Parti socialiste à l'époque était considéré comme très très à gauche, bien plus qu'aujourd'hui, ces maires avaient donc accordé à des commissions de pères de famille l'incroyable pouvoir de surveiller le répertoire des théâtres municipaux et des salles de cinéma. C'est le Rosier de Madame Husson, avec Fernandel dans le rôle titre, qui fut l'une des premières victimes de cette chasse aux sorcières, qui aboutit le 29 juillet 1939 à la promulgation par Édouard Daladier du décret instituant un code de la famille et de la natalité. Pour la première fois dans l'histoire du droit, des associations allaient être autorisées à intenter des actions en justice et une commission spéciale du livre fut mise en place pour surveiller l'ensemble des publications. Retardée par l'entrée en guerre, cette commission fera connaître son pouvoir de nuisance après 1945, quand elle s'en prendra au roman de Vernon Sullivan, Boris Vian, intitulé « J'irai cracher sur vos tombes ». Désormais, des associations de défense des enfants ou de défense de la moralité publique, telles le cartel d'action sociale et morale, attaqueront systématiquement les maisons d'édition et les écrivains accusés de pervertir la jeunesse. Adoptée le 19 juillet 1949, une loi dite de protection de la jeunesse entraîna la création, au ministère de la Justice, d'une autre commission, encore plus redoutable, puisqu'elle avait le pouvoir de contrôler la presse et les illustrés destinés aux enfants et aux adolescents, et qu'elle ne se priva pas, cette commission, d'attaquer tous ceux qu'elle accusait de noirs desseins. Pour bien comprendre cette ultime offensive en 1949 du pouvoir étatique en France, il faut dire un mot de la signature de la Convention de censure qui lia en septembre 1940 les éditeurs français de la zone occupée aux autorités allemandes. Accompagnée d'une liste de publications dite liste auto des auteurs et des œuvres interdits, elle aboutit à une véritable épuration du catalogue des principales maisons d'édition et à la soumission des mêmes éditeurs aux volontés des occupants nazis. Même s'ils ont prétendu, au lendemain de la Libération, qu'ils avaient été contraints d'obéir aux diktats des nouvelles autorités, en réalité, les éditeurs avaient d'eux-mêmes procédé à une vérification de leur fonds, de leur catalogue, et ils avaient retiré tous les ouvrages qui pouvaient déplaire de près ou de loin aux nazis. En décidant de livrer leur liste de proscription aux émissaires du ministère de la propagande allemande, les éditeurs français facilitèrent considérablement leur travail, qui aurait, sans cela, nécessité probablement des mois ou peut-être 1 ou 2 ans. Manifestement, les habitudes prises sous l'Ancien Régime, renforcées encore de 1811 à 1877, à l'époque où régnait une police de l'esprit, et enfin, entre 1914 et 1939, lors des offensives de la Fédération nationale catholique et de l'abbé Bethléem, tout cela avait produit son effet et anesthésié en grande partie les forces capables de défendre la liberté d'expression pourtant inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. Et j'en viens à mon 3e point. Le retour des pères la pudeur. Le sénateur René Béranger avait été l'artisan d'une lutte acharnée contre le vice dans les années 1890.
Et il avait œuvré pour que les États européens élaborent une législation internationale réprimant à la fois la prostitution et la pornographie. Pas plus que l'obscénité en Angleterre ou aux États-Unis, la pornographie n'avait fait l'objet d'une définition juridique, ni en France, ni en Suisse. L'abbé Bethléem, par exemple, rangeait Émile Zola et ses épigones, y compris Victor Marguerite, Lucien Descaves et Georges Darien, dans la catégorie des auteurs pornographiques. Quant aux Britanniques, ils y avaient adjoint D.H. Lawrence, coupable d'avoir publié L'amant de Lady Chatterley et d'autres œuvres dérangeantes. Le paradoxe voulut que dans l'entre-deux-guerres, les écrivains britanniques et états-uniens les plus audacieux viennent s'installer à Paris, où ils purent éditer, en anglais d'abord et souvent en français ensuite, aussi bien Ulysse de James Joyce que Les Deux Tropiques du Cancer et du Capricorne de Henry Miller, ou encore les rééditions de L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. La brigade dite de la galanterie, c'est merveilleux, hein, c'est le langage de la police. La brigade de la galanterie, elle avait été ouverte à l'intérieur de la police mondaine pour traquer le vice un peu partout. Cette brigade réservait ses coups aux éditeurs français et elle ne se souciait apparemment pas des éditeurs anglo-saxons qui, tels Jack Kahn ou Sylvia Beach, profitaient du climat de relative tolérance envers les étrangers pour publier des œuvres qui étaient interdites en Angleterre comme aux États-Unis. C'est le procès intenté à l'auteur de Lolita en 1956 qui obligera d'ailleurs les autorités américaines à revoir leur législation. Au même moment, la société victorienne s'effondrait en Grande-Bretagne, où les Beatles et la mini-jupe apparue en 1962 renvoyaient les lois sur l'obscénité à la préhistoire du livre imprimé. En France, cependant, les deux commissions de surveillance des livres et des publications destinées à la jeunesse retardèrent l'aggiornamento qui n'intervint qu'au lendemain des événements de mai 1968. En prétendant protéger la jeunesse des dangers de la propagande fasciste, le législateur de 1949 avait mis entre les mains des représentants des mouvements de jeunesse et des partis politiques une arme redoutable. Comme s'en indignèrent les auteurs de bandes dessinées, désormais le capitaine Haddock ne pouvait plus jurer comme un charretier et il ne pouvait plus boire autant de whisky qu'il le désirait. Quant aux frères Dalton, ils ne pouvaient plus tuer autant de braves gens qu'ils en avaient coutume. Soumise à un contrôle tatillon au nom de la décence, du refus de la violence, du refus du mensonge, de l'exaltation des valeurs morales, la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence outrepassa même ses droits, en exigeant, par exemple, de délibérer sur un album de BD strictement réservé aux adultes, Barbarella. Parallèlement à cette traque de l'indécence qui imposa aux albums de BD et à Tintin, Spirou, Pilote, comme à tous les autres, une ligne éditrice moralisatrice, les auteurs de romans érotiques et pornographiques furent sévèrement réprimés. Pour vous donner un exemple de cette répression, le dictionnaire des livres et journaux interdits, publié par Bernard Joubert, offre sur 1280 pages imprimées sur 2 colonnes et en caractères serrés un impressionnant tableau de tous les livres et journaux interdits entre 1949 et 2012. 1300 pages à double colonne pour rendre compte de ces interdictions, dont pour l'essentiel nous ne savons rien, parce qu'ils n'ont pas fait de bruit. Seules, évidemment, les œuvres les plus importantes ont été traitées par la presse. Un journal satirique a retenu l'attention parce que ses auteurs étaient des dessinateurs connus. Il s'agit de Harakiri, plusieurs fois averti dans les années 1960 et interdit au lendemain du général de Gaulle en novembre 1970. Aussitôt reparu sous le nom de Charlie Hebdo, un nouveau pied de nez au général de Gaulle que ses opposants appelaient le Grand Charles ou Charlie, ce journal
a subi, vous le savez, le 7 janvier 2015, un épouvantable attentat et l'assassinat de la majorité des membres de sa rédaction. Or, j'y reviens, en faisant vendre Harakiri par des étudiants transformés en colporteurs qui arpentaient le quartier latin, ses fondateurs avaient voulu tester les réactions du pouvoir gaulliste, de plus en plus incapable, à partir de 1965, de contenir l'agitation de la jeunesse et surtout ses revendications. L'interdiction du film La religieuse en 1966 fut l'une des dernières manifestations du raidissement d'un pouvoir qui, en acceptant le vote de la loi Neuwirth sur la contraception en 1967, acceptait à son tour l'aggiornamento que l'Angleterre et d'autres pays, les Pays-Bas, les pays du nord de l'Europe avaient connu. Même si dans cette période, Violette Leduc avait été victime d'une authentique censure lors de la publication de Ravages chez Gallimard en 1965, même si le tombeau pour 500 000 soldats de Pierre Guyotat fut interdit dans les casernes en 1967, globalement, là encore, la censure des livres était devenue plus rare et surtout, elle était devenue beaucoup plus politique et elle avait au fond déserté le terrain de la littérature. Ce furent d'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie, les éditions de Minuit, les éditions François Maspero ou les éditions sociales, de même que la presse de gauche, l'Humanité, le Nouvel Observateur, qui firent l'objet de mesures d'interdiction ou de censure. En achetant des panneaux publicitaires de grand format sur les Champs-Élysées, en février 1958, pour annoncer la publication d'un livre dénonçant la torture, le livre d'Henri Alleg intitulé « La question », l'éditeur Jérôme Lindon, PDG des éditions de Minuit, avait attiré le gouvernement dans un piège qui se referma sur lui. Les 80 000 exemplaires vendus sous le manteau de ce livre manifeste démontrent les limites d'un régime de compression incapable d'empêcher la vente clandestine d'une œuvre qui, sans cette publicité involontaire, n'aurait peut-être pas connu un tel succès de vente. Alors que les années 1970-1990 avaient vu la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence limiter ses demandes d'interdiction et même relâcher presque complètement sa surveillance, d'autres formes plus insidieuses de censure des livres étaient entrées dans l'espace public. La concentration des maisons d'édition, transformées en puissants groupes multimédia tournés de plus en plus vers l'étranger, avait tendance à limiter le pouvoir décisionnel des éditeurs soumis de plus en plus à une obligation de rentabilité. André Chiffrine, à la fois le fils du fondateur de la bibliothèque de la Pléiade en France et son successeur à la tête de la maison Pantheon Books à New York, André Chiffrine démissionna solennellement de son poste d'éditeur new-yorkais en 1990 en dénonçant le pouvoir corrosif et sournois des groupes financiers propriétaires des grandes maisons d'édition. C'est par le biais de leurs directives financières, déclarait-il, que de nombreux manuscrits de livres de réflexion étaient refusés et que des ouvrages conformistes, mais assurés d'une grosse couverture médiatique, leur étaient préférés. En dominant les circuits de diffusion et de distribution des livres, ces groupes imposaient de plus en plus à leurs maisons d'édition des plans de publication sans rapport avec la qualité intrinsèque des œuvres. La France n'échappa pas plus que le Royaume-Uni ou l'Italie à ces partis de monopoly qui redessinèrent entre 1980 et 2000 le visage de l'édition. Quelques directeurs de filiales du groupe Hachette, Jean-Claude Fasquelle chez Grasset, Claude Durand chez Fayard, conservèrent toutefois, jusqu'à leur mort, une autorité suffisante pour s'opposer à cette tendance. Et les réactions de la plupart des éditeurs délégués furent très vives quand Jean-Luc Lagardère racheta l'ensemble des maisons d'édition composant l'entité Vivendi Universal Publishing
en 2002. La décision de la Commission européenne de vérifier la compatibilité de cette acquisition avec les règles de la concurrence retarda de 2 ans la fusion des deux ensembles. Et en 2004, Hachette ne put reprendre que 40% de Vivendi Universal Publishing, les 60% restants devenant le groupe Editis. 20 ans plus tard, en 2021, on a vu le groupe Vivendi, de nouveau propriétaire depuis 2019 d'Editis, se porter acquéreur du groupe Hachette par le biais de Lagardère Group, dont Vivendi a racheté 55% des actions. De nouveau, c'est la Commission européenne qui doit trancher le 14 juin prochain, dans quelques jours, sur l'avenir de ces entreprises dans lesquelles la télévision, la radio, la presse, le web jouent un rôle désormais considérable à côté du livre. En attendant la réaction du collectif Stop Bolloré, les déclarations publiques du président du syndicat national de l'édition, Vincent Montagne, les déclarations très inquiètes d'Antoine Gallimard semblent corroborer la vision pessimiste des écrivains qui craignent que leur liberté d'expression disparaisse et qu'ils doivent se soumettre, comme les cinéastes, aux objectifs de rentabilité de leurs œuvres s'ils souhaitent continuer à être édités. Dernier point de mon exposé, les groupes de pression à l'assaut des livres. Comme si cet environnement économique et financier pesant ne suffisait pas, on a vu surgir, aux États-Unis puis en Europe, des groupes de pression d'un autre genre, mais au moins aussi interventionnistes que les précédents dans le domaine de la surveillance de l'écrit. Ce sont des collectifs ou des communautés animées d'intentions nobles, du moins en apparence, qui ont obtenu aux États-Unis la suppression dans le roman Huckleberry Finn des dizaines d'occurrences du mot « nigger », le fameux N-word, le mot désormais interdit, on ne peut pas le prononcer. Pour l'avoir prononcé dans un but pédagogique, des enseignants ont été rappelés à l'ordre, voire sanctionnés, et une véritable traque a conduit à revisiter la littérature du passé pour la rectifier, comme on disait en Chine pendant la révolution culturelle déclenchée par le président Mao au début des années 1960. Si Autant en emporte le vent n'a pas subi, pour l'instant, de réécriture, ces rééditions, en anglais, sont désormais accompagnées d'une introduction qui insiste sur l'atmosphère raciste dans laquelle baignait l'auteur de ce best-seller. Franchement, c'est nous prendre pour des imbéciles. Comme si, quand on lit Autant en emporte le vent, on ne comprenait pas qu'il y avait une séparation absolue des races blanches et noires à l'époque où ce roman a été écrit. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'une introduction pour y insister? Comme disent mes amis africains qui ne veulent pas d'introduction au roman Tintin au Congo, ils disent « mais on nous prend, nous les Africains, pour des idiots ». Si on ne comprend pas que Tintin au Congo, évidemment, a été écrit à une époque où le colonialisme était tout-puissant. Ils ajoutent « on n'a besoin de personne pour nous faire la leçon ». Mais il se trouve, et malheureusement ce sont des Blancs qui le font, et qui s'imaginent être des coloniaux ou je ne sais quoi, qui proposent effectivement ces rééditions avec des avertissements. Au Royaume-Uni, ce sont les ayants droit d'Agatha Christie qui ont accepté le changement de titre du roman intitulé jusque-là « Dix petits nègres » dans sa traduction en français. Et ce sont les ayants droit de Roald Dahl qui demandent le retrait de tous les développements jugés aujourd'hui incorrects dans une œuvre où les allusions aux gros et aux méchants sont évidemment omniprésents. Alors attention, on peut légitimement soupçonner les ayants droit d'Agatha Christie et de Roald Dahl, d'avoir des pensées uniquement mercenaires, puisqu'évidemment, à chaque réédition, ils touchent des royalties. Confondant une volonté louable de faire respecter les législations qui s'opposent à l'expression ouverte du racisme, mais confondant cela avec une sorte d'exorcisation magique de ce fléau qu'est le racisme, des groupes de pression imitent sans le vouloir ou peut-être sans le savoir les dirigeants du monde
décrit par George Orwell dans 1984. Alors que le chapitre de Candide de Voltaire, où l'on voit le nègre de Suriname expliquer pourquoi ses maîtres et ses bourreaux lui ont coupé un bras et une jambe, alors que ce chapitre est le plus beau plaidoyer antiraciste et anticolonialiste qui soit, l'effacement du mot nègre aboutirait à une mutilation stupide. De même, quand Marcel Proust fait dire au Cingalais qu'il met en scène, au jardin d'acclimatation, ce Cingalais qu'une promeneuse blanche a traité de négro et qui lui répond « Moi négro, toi chameau », on voit combien serait contre-productive une campagne qui viserait à enlever le terme de négro de cette œuvre. Car vous l'avez bien compris, qui est l'imbécile, qui est même le monstre, qui est l'animal dans cette courte phrase de Marcel Proust, c'est évidemment la femme blanche qui a traité le malheureux Cingalais de négro. Et lui a montré sa subtilité en la traitant de chameau. Vous voyez, Proust, une demi-ligne, il a tout dit. Il n'a pas besoin de faire un plaidoyer. Mais là encore, il fait appel à l'intelligence du lecteur. Vous l'avez compris, c'est aussi pourquoi je plaide. L'existence en France d'un droit moral qui est distinct du droit patrimonial nous a probablement évité de subir trop vite le sort des États-Unis ou du Royaume-Uni, où le propriétaire de l'œuvre peut la dénaturer presque sans risque. Toutefois, on assiste depuis plusieurs années à d'autres interventions de groupes de pression qui exigent qu'aucun passage ne mette en cause leur communauté, qu'elle soit gay, lesbienne, bi, trans, queer ou bien afro-américaine, hispano, asiatique, que sais-je encore. Ces contraintes et les risques qu'elles font courir conduisent beaucoup d'éditeurs à faire relire par des cabinets de juristes spécialisés les manuscrits avant qu'ils ne partent pour l'imprimerie. Et ça, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai déjà en France, malheureusement, comme le rappelait l'avocat Pierrat il y a quelques années. Là encore, Emmanuel Pierrat, là encore, si l'on peut comprendre le souhait de chacun de voir son orientation sexuelle respectée, le meilleur moyen d'obtenir le résultat espéré n'est sans doute pas la censure, toujours inopérante et toujours dangereuse. En réaction contre le pouvoir jugé exorbitant de ces groupes de pression, les partisans de Donald Trump, en Floride ou au Texas, et dans plusieurs autres États américains, ont fait voter depuis 4 ou 5 ans des législations qui désormais interdisent toute évocation de ces questions dans les manuels scolaires et dans les livres destinés aux bibliothèques des écoles. De même, l'histoire complexe de la ségrégation raciale aux États-Unis, qui était enseignée dans la majeure partie des États américains, est en train de disparaître sous le fallacieux prétexte qu'elle entraînerait des débats dont il faudrait préserver les enfants et les adolescents. Sans multiplier les exemples, on peut voir dans le mouvement réactionnaire qui traverse les États-Unis aujourd'hui une volonté de reprendre le terrain abandonné aux groupes de pression ces dernières années et de revenir sur tous les acquis obtenus par la société civile depuis 30 ou 50 ans. En mettant en avant des revendications dont les conséquences n'avaient pas été analysées avec suffisamment de prudence, ces groupes ont nui à leurs propres intérêts et ouvert la voie à la mise en place de législations qu'ils auront d'autant plus de mal à combattre. Au Canada, le Conseil scolaire catholique du comté de Providence, dans l'Ontario, a ordonné la destruction en 2001 de 5000 ouvrages accusés de propager des stéréotypes nuisibles au développement des enfants ou contraires à la vision et à l'histoire des peuples autochtones. Astérix et Tintin ont fait partie des victimes, avant que la province de l'Ontario ne s'inquiète de ces nouveaux autodafés et les empêche. 2 ans auparavant, on avait assisté en Pologne à la naissance d'une fondation, également catholique, et nommée SMS des cieux, fondation qui a été créée dans la paroisse Notre-Dame-Mère de l'église de Gdańsk. Cette fondation n'avait rien trouvé de mieux à faire que de brûler publiquement des volumes de Harry Potter et de Twilight jugés diaboliques. La bêtise n'ayant pas de borne,
certaines associations féminines de Barcelone avaient emboîté le pas à leurs homologues britanniques qui avaient attaqué la moralité de La Belle au bois dormant, et toujours en 2019, elles avaient demandé le retrait des écoles catalanes de plus de 200 volumes jugés sexistes, parmi lesquels Le Petit Chaperon rouge, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige et d'autres livres évidemment susceptibles de corrompre la jeunesse. Leurs auteurs étant fort heureusement décédés, leurs adversaires ne purent demander qu'ils soient condamnés comme Socrate à boire la ciguë. Mais la réaction des comités de parents d'élèves qui, au Texas, en Floride, au Kentucky, font désormais la chasse aux livres subversifs a abouti au chiffre record que je citais en introduction, plus de 2500 livres dont le retrait a été demandé en 2022. C'est dans ce contexte de guerre déclarée entre groupes de pression rivaux et antagonistes qu'il faut situer la naissance et le développement de la cancel culture et du refus de l'appropriation culturelle qui découle du mouvement Black Lives Matter. Littéralement, les vies des Noirs comptent, sous-entendu, autant que celles des Blancs, ce qui pour nous est une évidence. Si la volonté de rendre les minorités invisibles ou peu visibles davantage présentes dans l'espace éditorial est louable, et même si elle doit être en effet prise en compte, on ne peut pas pour autant admettre qu'une traductrice néerlandaise, blanche et hétérosexuelle, ait finalement renoncé à traduire la poétesse états-unienne Amanda Gorman, noire et lesbienne, en 2021, ou encore qu'une nouvelle traduction de la Divine Comédie aux Pays-Bas ait enlevé le chapitre consacré à Mahomet sous prétexte que la peinture du prophète de l'islam était partiale et négative. Si on suivait ces nouveaux inquisiteurs, il faudrait s'empresser d'interdire l'Iliade et l'Odyssée d'Homère étudiée en classe de 6e, parce que les femmes y sont vouées au gynécée et que les guerriers grecs sont d'affreux machos qui se partagent les femmes ou les prisonnières comme s'il s'agissait d'un vulgaire bétail. Et en continuant à remonter le temps, on agirait comme les gardes rouges qui retirèrent des rayons des bibliothèques universitaires chinoises les romans de Balzac et de Stendhal considérés comme nuisibles. Dans la Chine de la Révolution culturelle, on assista à de vastes campagnes de rectification de la pensée, dont on s'étonne qu'elles ressurgissent quasiment à l'identique dans des pays aussi différents que les États-Unis, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. La France, je l'ai dit, s'écarte en partie de ce modèle, mais la traduction des mémoires de Woody Allen a failli ne pas voir le jour parce qu'à New York, les employés de la maison d'édition qui en avaient acheté les droits ont manifesté devant le siège de leur entreprise pour refuser que ce livre paraisse sous le label de Hachette Book Group. Rejoint à 3 siècles d'intervalle le procès intenté aux sorcières de Salem, mais à front renversé, ces employés avaient décidé de précéder la justice américaine et elles avaient condamné le cinéaste avant même qu'un procès en bonne et due forme ait eu lieu. En essayant d'annuler Woody Allen ou encore J.K. Rowling, qui subit elle aussi les foudres de ses détractrices, ces groupes de pression qui essaient de priver les lecteurs et les lectrices de leur liberté de juger, eh bien, font le jeu, au fond, de toutes les censures précédentes. Au-delà du jugement très négatif qu'ils portent sur ces auteurs, les nouveaux inquisiteurs confondent l'homme ou la femme et l'œuvre, et ils commettent ainsi une erreur monumentale, déjà dénoncée en son temps par Marcel Proust dans les articles qui composent le fameux « Contre Sainte-Beuve ». Que Balzac ait été monarchiste et favorable au régime de Charles X ne l'a pas empêché de brosser une peinture ô combien réaliste du monde dans lequel il vivait, au point d'enthousiasmer ses lecteurs marxistes du XXe siècle. Kafka ne souhaitait pas que ses manuscrits soient transformés en livres après sa mort, et pourtant, tous ses lecteurs se félicitent de la décision de Max Brod de ne pas respecter la lettre de son testament et d'avoir publié ses œuvres qui sont essentielles à la compréhension du XXe siècle. Quand Salman Rushdie fut condamné à mort
par une fatwa assassine prononcée par l'ayatollah Khomeini, des musulmans apparemment modérés tentèrent de l'amener à résipiscence et à se rétracter pour prouver qu'il n'était pas un ennemi de l'islam. Quand il s'aventura dans cette voie, comme il l'a raconté dans son autobiographie Joseph Anton, ses prétendus amis en profitèrent pour dénoncer ses palinodies et appeler à la vengeance contre un impie. En 2022, alors que la fatwa n'a jamais été levée et que la somme promise aux tueurs a même été majorée, vous le savez, Salman Rushdie a failli mourir sous les coups d'un tueur dont le bras a été armé par l'appel au meurtre prononcé en 1989. En continuant à écrire et à publier son œuvre, il dérange. Il continue à déranger, au point que les jurés du prix Nobel, au point que les jurés qui attribuent chaque année le prix Nobel n'ont toujours pas eu le courage de le lui attribuer. Mais c'est précisément parce qu'il dérange que, comme tout écrivain dont l'œuvre est universelle, il ne périra pas et continuera à être lu bien après sa mort physique. Combien de livres interdits autrefois font partie aujourd'hui du patrimoine de l'humanité? Des milliers, et s'il faut en citer quelques-uns, je rappellerai que Solzhenitsyn a davantage contribué à ternir l'image de l'Union soviétique que toute la propagande qu'avaient pu déverser la CIA et les gouvernements américains. Le Chili d'Augusto Pinochet a eu beau être soutenu par les États-Unis, c'est la peinture que propose Pablo Neruda de sa terre araucane qui a contribué à faire aimer ce pays. De même, c'est la Colombie de Gabriel García Márquez et 100 ans de solitude qui introduisent le mieux à la connaissance de ce pays d'Amérique latine. Des islamistes avaient tenté d'assassiner Naguib Mahfouz avant qu'il n'obtienne le premier prix Nobel égyptien, mais ils n'ont pas pu empêcher ces romans de faire connaître et aimer l'Égypte. Si l'Iran d'aujourd'hui conserve encore des admirateurs, c'est grâce à ces romanciers et à ces cinéastes de l'exil qui continuent à croire et à espérer que leur pays connaîtra des jours meilleurs. Dans la France occupée, de 1940 à 1944, c'est la littérature clandestine qui était la plus recherchée. Vercors, Jean Brulaire, lui a donné ses lettres de noblesse avec Le silence de la mer. Et les éditions de Minuit ont fait circuler les poèmes et la prose des écrivains résistants qui refusèrent de se taire et de céder aux volontés de l'occupant. Heinrich Heine, devenu en France Henri Heine, pourtant décédé en 1856, figurait sur la liste Otto de 1940, parce que ses prises de position en faveur de la Révolution française et son admiration pour le mouvement des Lumières européennes étaient en opposition avec la vision du monde développée par les nazis. Interdit de lecture comme Thomas Mann, il était cependant lu par tous ceux qui possédaient ses œuvres, comme celle du prix Nobel allemand, et les 3 listes Otto publiées entre 1940 et 1943 pouvaient aussi servir de guide à qui souhaitait penser par lui-même et conserver un espace de liberté intérieure. Je conclus sur l'éternelle jeunesse, malheureusement, de Madame Anastasie. Pour conclure provisoirement ce rapide tour d'horizon, je m'attarderai un instant sur ce personnage, Madame Anastasie, dessiné par le caricaturiste André Gide en 1874. Pour dénoncer la censure et sa stupidité, Gide l'a représentée sous les traits d'une vieille femme, myope et sourde, arborant une énorme paire de ciseaux, accompagnée de son animal favori, le hibou, et préférant par conséquent l'ombre à la lumière. Insidieuse, sournoise, hypocrite et pratiquant des coupes sombres dans les manuscrits qu'elle entend dénaturer, Madame Anastasie n'a disparu au théâtre qu'en 1906. Auparavant, tous les spectacles devaient être soumis à des inspecteurs qui avaient la faculté, y compris pour les cafés-concerts, de tailler dans les textes ou les chansons.
les acteurs devaient tenter, bien souvent, de suppléer par leur jeu et par leur mimique les passages supprimés. Le XXe siècle aurait dû être celui de l'enterrement définitif de la censure. Mais 2 guerres mondiales et des guerres coloniales retardèrent, jusqu'au début des années 1960, la disparition de toutes les mesures qui limitaient la liberté d'expression. En faisant basculer les questions de morale du côté non plus des églises ou de l'État, mais du côté des individus, la législation reconnaissait enfin aux hommes et aux femmes le droit d'être maîtres de leur lecture et de leur divertissement. Comme vous l'avez vu, cette période de libération de l'individu, de tous les carcans qui l'entouraient, cette période a été de courte durée, à peine une trentaine d'années. Et on assiste, depuis la naissance du mouvement dit politiquement correct et de toutes les dérives qui ont suivi, à de nombreuses tentatives pour fermer ce qui n'aura alors peut-être été qu'une brève parenthèse dans l'histoire des libertés publiques. Paradoxalement, ceux et celles qui avaient souffert des contraintes, des interdits, des entraves dans le passé, se sont parfois révélés ou se révèlent encore des censeurs aussi redoutables que ceux qui les avaient précédés. Cela nous ramène non plus au roman 1984 de George Orwell, mais à La ferme des animaux, un essai encore plus sombre qui place au centre de la critique de l'écrivain une humanité incapable d'accepter les conséquences de sa libération. Platon avait déjà souligné, 4 siècles avant Jésus-Christ, le refus des hommes de regarder les vérités aveuglantes en face. Tel est le sens du mythe de la caverne, présent au livre 5 de la République, où l'on voit des hommes replonger rapidement dans la nuit où ils vivent, parce que le soleil, la vérité, les éblouit et leur fait mal. C'est pourtant la tâche à laquelle se sont voués les philosophes que d'éveiller les esprits et de les obliger à admettre que la vérité est toujours dérangeante et qu'elle exige un effort souvent difficile. Plutôt que d'interdire des livres ou pire de les réécrire afin d'effacer toute trace de leur existence, il faut donc accepter l'idée que la lecture est libératrice, même quand on parcourt des œuvres qui nous déplaisent et nous heurtent, nous choquent ou même nous révulsent. Lorsque la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme, l'ancêtre de la LICRA, décidait en 1934 de subventionner une traduction française de Mein Kampf, le livre rédigé par Hitler, elle le faisait en toute connaissance de cause. Cette traduction fut d'ailleurs immédiatement retirée des vitrines et interdite lorsque l'armée allemande pénétra dans Paris le 14 juin 1940. Les nouveaux occupants qui entendaient appeler la population à la collaboration avec les vainqueurs ne voulaient pas que les Français sachent ce que le maître de l'Allemagne pensait véritablement d'eux et de leur nation. C'est donc en lisant les œuvres, y compris racistes du passé, et pas seulement le magnifique essai de Claude Lévi-Strauss intitulé « Race et l'histoire », que l'humanité peut espérer se libérer de ses préjugés. Et il en est de même des préventions qui ont pu exister à l'encontre de tous ceux et de toutes celles qui affichent des différences. C'est ce que souhaitaient les jeunes révoltés de mai 1968 qui affichaient sur leurs murs leur slogan « Il est interdit d'interdire », un beau programme qu'il conviendrait enfin, me semble-t-il, de méditer et de mettre en œuvre. Merci. Merci, nous avons quelques minutes pour prendre des questions et il y a un micro évidemment pour ceux qui souhaitent donner leur avis ou poser une question.
Je voulais savoir si en Angleterre, il y avait la même loi parce que vous avez parlé des ayants droit pour Agatha Christie. Bon, je pense que la famille va perdurer. Mais enfin, ça peut perdurer ad aeternam, ça. Et il n'y a pas une inaliénation des chefs-d'œuvre, des œuvres. Si, parce si. que si on fait une extension, toutes les peintures où on représente des servantes noires, on peut les repeindre en blanc. Enfin, c'est un peu terre à terre. Vous avez parfaitement raison, madame. En effet, et on a vu... C'est une histoire sans fin, parce qu'on oui. pourrait écrire Les Misérables. Bien sûr. Oui. Il n'y a pas c'est pas figé, les œuvres d'art ne sont pas figées. Alors, parce qu'avec le domaine public, on peut pas toucher aux œuvres qui sont dans le domaine public. Si vous me permettez, oui. Il existe en effet une législation à l'intérieur de l'Union européenne. La loi est simple, une œuvre tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, au bout de 70 ans, c'est l'État qui est propriétaire du droit moral que possédait l'auteur, puis ensuite ses ayants droit pendant 70 ans après sa mort. Alors, le problème anglais, il est double. D'abord, en ce moment, les ayants droit d'Agatha Christie et de Roald Dahl ont encore un certain nombre d'années devant elles pour pouvoir effectivement prendre légitimement et juridiquement toutes les décisions qu'elles veulent. Au-delà de ça, la loi britannique et la loi américaine ne ressemblent pas à la nôtre. Pour simplifier, il faudrait nuancer. En France, on distingue le droit moral inaliénable. Après la mort de Molière ou de Balzac ou de Baudelaire, c'est l'État qui se substitue aux ayants droit et qui doit protéger ce droit moral. Si quelqu'un veut réécrire une pièce de Molière ou un roman de Balzac, il appartient au ministère de la Culture de faire valoir le droit moral et donc de l'interdire. Sauf s'il s'agit d'une œuvre pastiche, car on a le droit de rire, évidemment, et de se moquer, y compris des auteurs morts. Mais s'il s'agit d'une volonté de bafouer les volontés de l'écrivain, il n'y a pas de raison. Alors, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, la loi anglo-saxonne ne reconnaît que le droit patrimonial. Le propriétaire fait ce qu'il veut. C'est pourquoi, aux États-Unis, on a pu coloriser des films sans demander aux scénaristes ce qu'ils en pensaient ou à leurs ayants droit, tandis qu'en France, les ayants droit, donc les conjoints ou les enfants des scénaristes ou des auteurs de films ne peuvent pas les coloriser sans autorisation formelle. Donc on a un droit qui protège davantage. Voilà. Mais ce droit n'est pas le droit anglo-saxon. C'est pourquoi, quand vous regardez un dessin animé au cinéma ou à la télévision, vous ne voyez jamais le nom de l'auteur. Vous voyez Syndicate, c'est-à-dire le syndicat, l'association qui en possède les droits. Walt Disney, ce n'est pas le nom de monsieur Walt Disney. C'est en fait une entreprise financière qui a racheté tous les droits à la famille de Walt Disney. Donc vous n'avez pas le nom du créateur, ou des créateurs s'ils ont été plusieurs. En France, en principe, il y a le nom de tous ceux qui ont participé à l'œuvre. C'est pourquoi les génériques de nos films sont très longs à défiler. On y voit le nom, y compris de la maquilleuse. Mais c'est très bien, ça veut dire que chacun a pu y participer. Une autre question ? Oui, en vous remerciant d'abord. Deux petites questions peut-être anecdotiques et une précision. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte le livre « Suicide, mode d'emploi » a été interdit en France ? Deuxième question, le texte Princeps du déserteur de Boris Vian, vous avez parlé de Boris Vian, à la fin, il disait « Et je serais armé ». Ça a été transformé et Mouloudji, tous les chanteurs ont chanté et ont retranscrit la version de la censure du gouvernement. Et la petite précision, c'est par rapport à ce que vous disiez sur le wokisme, etc. Vous vous rappelez que l'année dernière, on a eu cette épidémie de la variole du singe, qui en anglais s'appelle monkeypox. Et l'OMS a interdit ce nom et dit maintenant il faut dire M-pox, parce que monkey, singe, c'est discriminant. Alors ils n'ont pas dit si c'est pour les hommes ou pour les singes, mais c'est la réalité. Je pourrais vous répondre et commencer par là en disant qu'au fond, je suis un affreux macho puisque j'ai osé rappeler que la censure avait un visage féminin. À la sortie, je vais être attaqué par les associations féministes qui vont me dire pourquoi vous ne l'avez pas appelé Monsieur Anatole. Moi, je veux bien, mais il se trouve que Gilles a dessiné Madame Anastasie, et donc pour l'éternité, Madame Anastasie représentera la censure. Si demain, une féministe
doué de talent graphique, veut nous proposer un modèle masculin de censeur, pas de problème, je l'adopterai et j'en ferai de la publicité. Mais pour l'instant, il n'existe pas. Donc voilà, je réponds aussi par une boutade. Alors, vous avez cité 2 exemples importants. Suicide, mode d'emploi est un livre qui avait été publié par des journalistes aux éditions Alain Moreau. Ce livre avait connu un succès important. Il a été interdit parce qu'on considérait qu'il autorisait une sorte de publicité pour organiser son propre suicide. C'est un des rares cas, avec également les mémoires du docteur Gruber à la mort de François Mitterrand, c'est un des rares cas de censure actuelle de livres. Comme je l'ai dit, c'est plutôt la censure des imprimés, des journaux, des revues, et puis de tout ce qui concerne la jeunesse, qui s'était substitué au livre. Alors, pour la chanson Le Déserteur, elle était interdite tout simplement en France pendant toute la guerre d'Indochine. Elle a été écrite, non pas pendant la guerre d'Algérie, mais avant, pendant la guerre qui l'a précédée. Oui, elle a été interdite. Il fallait écouter Radio-Québec pour pouvoir l'entendre intégralement. Et puis ensuite, elle a été en effet modifiée à la fin de son vers. Mais c'est un petit peu la même chose, sans qu'on ait parlé de censure, lorsque Léo Ferré met en musique et chante Louis Aragon et le très beau poème d'Aragon sur l'amour d'Elsa, qui se termine par « Mais c'est notre amour à tous deux », Léo Ferré n'a jamais chanté le dernier vers du poème d'Aragon. Léo Ferré a préféré terminer sur une note triste. Alors, faut-il parler de censure dans ce cas-là? Non. Moi, je préférerais parler d'adaptation volontaire. Léo Ferré n'a jamais caché, quand on lui posait la question, il expliquait pourquoi. La censure sous-entend une volonté d'empêcher la connaissance. Mais à partir du moment où le texte réel est connu, ça ne pose pas de problème. Alors, autre chose est la réécriture des œuvres. Je viens de lire qu'un auteur homosexuel vient de réécrire la totalité des 7 volumes d'À la recherche du temps perdu. Albertine devient un homme. Franchement, moi, je ne lirai pas, car je ne vois pas l'intérêt. Quiconque a lu Marcel Proust sait que Marcel Proust était homosexuel. Enfin, il suffit de lire les descriptions du baron de Charlus, notamment dans Sodome et Gomorrhe et dans les derniers romans, pour comprendre en quoi cela serait-il gênant qu'il ait fait incarner par une héroïne femme la mise en scène de l'homosexualité. Je ne vois pas où est le problème. Et ça pose en effet un problème de droit moral. A-t-on le droit de massacrer l'œuvre de Marcel Proust au prétexte que, vu aujourd'hui avec les lunettes des groupes homosexuels, l'œuvre serait, au fond, relèverait de l'autocensure? La vraie question de l'historien, c'est de ne pas commettre d'anachronisme. Quelles étaient les réactions? Il n'y avait pas à l'époque d'association, mais il y avait quand même des groupes homosexuels à l'époque où Proust publiait ses romans. Ils applaudissaient des 2 mains. Évidemment, ils ne voyaient pas de censure, encore moins d'autocensure. Certes, ce n'était pas tout à fait l'équivalent du Cupidon d'André Gide, qui met les pieds dans le plat, mais c'était une œuvre romanesque, ce que n'est pas le Cupidon de Gide, qui est un essai. Donc voilà, je pense qu'il faut se garder de toute volonté de réécriture. Et en France, au fond, l'existence du droit moral séparé du droit patrimonial est censée nous protéger. Voilà, non, je suis désolée, mais on doit absolument interrompre. Toutefois, je vous précise que M. Mollier va signer ses livres pour les personnes qui le souhaitent au-dessus, sous la halle, et que vous aurez un petit moment pour continuer à lui poser des questions si vous en aviez. Voilà, mais là, nous devons faire place à la seconde conférence.